Bienvenue sur la chaîne intergénérationnelle Sewa RS Podcast, la chaîne qui prône le bien-être de la famille. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Alexandra pour un témoignage autour du thème Sous le toit de la violence, l'ombre d'une petite fille. Mais avant de commencer, nous souhaitons vous prévenir que nous allons aborder un sujet sensible, les violences, notamment les violences sexuelles. Comme certains propos peuvent être difficiles à entendre, nous réservons cet épisode uniquement à un public averti. Bonjour Alexandra, bienvenue. Hello Andara, merci pour ton invitation. Merci à toi et merci beaucoup pour tout ce que tu vas nous partager, pour ton témoignage, pour ton courage et pour la lumière que tu vas nous apporter. Je vais essayer, mais Tu- je vais tu- essayer. Merci infiniment, tu vas y arriver. Alors, peux-tu nous dire qui tu es? Peux-tu nous parler de toi aujourd'hui, s'il te plaît? De moi aujourd'hui. Alors, vaste sujet, moi aujourd'hui. Alors, je suis Alexandra, j'ai 39 ans. Je vis en France depuis que j'ai 16 ans. Je suis d'origine ivoirienne. Je suis quelqu'un. Alors, j'aime pas me présenter de façon classique, ce que je fais dans la vie, tout ça, parce que ça me résume pas. Mais si je devais me présenter brièvement, je dirais que je suis quelqu'un de d'authentique, de passionné, de un peu excentrique, mais excentrique comme on n'aime pas, pas trop, un peu allumé. Mais le bon côté d'allumé, je suis aussi quelqu'un de très exigeant, de sélectif. Et, euh, et je commence à toucher du doigt le fait que je suis aussi une survivante et que j'ai vécu des choses qui m'ont amené à faire des choix qui ont été difficiles pour, pour m'en sortir, tout simplement. Voilà qui je suis aujourd'hui. Très bien. Alors, Alexandra, nous allons parler de la période de tes 5 à 8 ans. Alors, Oui. peux-tu nous dire un peu, nous parler de ton contexte, où tu vivais, avec qui tu vivais, dans quelles conditions? Alors, de mes 5 à mes 8 ans, je vivais avec un homme que j'appellerai toujours mon géniteur. Même si à cette période de ma vie, il prenait soin de moi, à sa façon, on va dire. Mais en tout cas, il m'offrait un toit, voilà, il s'occupait de ma scolarité, etc. Donc, je vivais avec lui. Je vivais avec ma petite sœur, qu'il avait eue avec une autre femme, et je vivais avec son ex-femme. On vivait dans une maison confortable, non loin de l'école, et on avait une vie assez privilégiée, hein, puisqu'on, par exemple, moi, de mes 5 à mes 8 ans, donc j'étais dans euh, une école primaire française. Je faisais des activités extrascolaires, de l'équitation. Je jouais de plusieurs instruments de musique. Je faisais de la danse classique. Enfin, voilà, tout un tas de choses quand même qui sont encore plus en 2025 des privilèges. Voilà, j'avais vécu avant ça avec ma mère et j'avais souhaité rejoindre mon géniteur quand il traversait une période difficile. Alors, je ne serais pas capable de te dire comment, euh, à 5 ans, j'ai compris qu'il n'allait pas bien, mais j'ai demandé à ma mère de le rejoindre. Et malheureusement, elle a accepté, sans imaginer tout ce qui allait se passer après, hein. Mais voilà comment je l'ai rejoint. Hmm. Et comment se passait une journée type, du coup, sous le toit de la violence? Ouais. Alors, les premiers mois, c'était assez idyllique parce qu'on vivait à deux au départ. Euh, je me souviens que les matins, on déjeunait ensemble, enfin, il me réveillait, on petit déjeunait ensemble. Il m'emmenait à l'école ou quelqu'un qui travaillait à la maison m'emmenait à l'école. Il rentrait exprès le midi pour déjeuner avec moi. Il était là quand je rentrais des cours l'après-midi pour regarder les dessins animés, les mangas là, qu'il y avait à l'époque où c'était pas en replay, où il fallait être là à l'heure pour rien rater, pour les Hmm. regarder avec moi. Ensuite, on faisait les devoirs. C'était un quotidien qui était un peu dans une bulle. Sachant que tout ce qui s'est passé après, même si c'est bizarre de le dire comme ça, paradoxalement, et c'est d'autant plus violent, là, je veux dire, c'est un papa qui était aimant avec moi. Et donc, c'est un papa que j'aimais aussi euh, vraiment comme un enfant aime son papa, quoi. Ensuite, ma petite sœur dont je te parlais tout à l'heure nous a rejoints au décès de sa maman. Et
en sachant que mon géniteur est généreux de sa personne. Donc, on a vu un certain nombre de femmes qui étaient des amies soi-disant passées avant qu'il en choisisse une qui a été j'allais dire la meilleure des belles-mères, mais pas tout à fait, mais qui était, à l'époque, je pensais la meilleure des belles-mères pour ma petite sœur et moi, dans la mesure où, avec qui elle était à l'époque, elle a essayé d'être une maman, quoi. Voilà. Donc, elle nous a apporté certaines choses. Quand on en discutera tout à l'heure, tu comprendras pourquoi je nuance. Euh, mais en tout cas, on va dire que ce que je pensais à l'époque, c'est qu'elle faisait de son mieux. Ce que je pense aujourd'hui en tant qu'adulte, c'est que c'est scandaleux qu'elle ait pu laisser faire tant de choses en sa présence. Hmm. Voilà. Donc, une journée type ressemblait à ça. Et quand ma petite sœur nous a rejoints, je ne sais pas pourquoi, mais les violences ont commencé. D'abord sous une forme de compétition. Il faut savoir que, donc aujourd'hui, je sais que moi, j'ai un TDAH, entre autres. Mais à l'époque, déjà, c'était pas connu. Je suis née en 86, c'était pas connu du tout. Et, euh, et au bled, c'était encore moins la question de savoir ce qui se passait dans ta tête. Mais en tout cas, j'ai toujours été ou moyenne ou bonne élève, mais j'ai toujours eu beaucoup de mal à me mettre au travail. Et en fait, mon géniteur a instauré une espèce de compétition parce que ma petite sœur était très scolaire, très bonne élève facilement. Et moi, ça me demandait vraiment un effort, les devoirs, là, genre la table de 9, je la connais toujours pas. 9 fois 9, tout ça, c'est jamais entré dans ma tête. Et en fait, comme elle avait des facilités, il nous mettait en compétition. Et puis ensuite, rapidement, les coups sont arrivés. Donc, il faut savoir on était violentés l'une et l'autre, hein, tous les jours, plus ou moins longtemps. Donc, il y avait des coups, il y avait la violence émotionnelle, la violence psychologique. Il y avait des brimades, comme par exemple faire des séries de pompes, mais tu faisais des pompes de 19 à 23 heures, tu t'écroulais, tu étais le corps en tétanie, etc. Et c'était comme ça tous les jours, sauf le dimanche, puisque dimanche, c'était église. Ensuite, on avait un rituel où on allait. Bon, les Ivoiriens, ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire vont vous reconnaître. On allait à Assini ou à Bassam, manger des choses que j'aimais beaucoup manger et faire du cheval en dehors du club. Voilà. Donc dimanche, on savait qu'on était tranquille parce que surtout les devoirs étaient déjà faits, donc on avait déjà pris nos raclées respectives. Hmm. Voilà à quoi ressemblait la vie sous son toit. Et peux-tu nous parler de toutes les violences que tu as subies? Oui, donc les violences physiques, bah, ça allait à l'époque de la ceinture, d'abord du côté plat, ensuite avec la boucle. Ensuite, alors si je fais des pauses, des fois c'est un peu difficile de se replonger dedans, hein, donc Prends le temps qu'il te faut. voilà. Ensuite, quelquefois, il se servait des cadeaux qu'on nous faisait. Par exemple, une tata nous avait offert une boîte à magie dans laquelle il y avait une baguette et on adorait jouer avec. Et il avait eu la bonne idée de prendre la baguette pour nous battre. Donc, je te dis pas quand on recevait des cadeaux, comme on était paniqué à surveiller, est-ce qu'il y avait des choses dedans avec lesquelles on pouvait nous frapper. Euh, Ensuite, il y avait bien sûr les coups avec la main, euh, donc qui n'étaient vraiment pas les pires. Il y avait les sévices qui duraient des heures parce qu'il fallait se mettre à genoux. Voilà, fallait se mettre à genoux des heures. Après, fallait retourner essayer de faire le devoir qu'on n'arrivait pas à faire en n'ayant pas eu d'explication, simplement bah, des brimades. Euh, Il y avait ça. Je t'ai dit tout à l'heure, il y avait les genuflexions qu'on devait faire en se tenant les oreilles, encore et encore. Et en fait, c'était mêlé d'une espèce de jeu hyper malsain parce que lui, son plaisir, et je sais pas comment si jeune je l'ai perçu, mais son plaisir, c'était qu'on pleure. Hmm. Donc ma petite sœur, elle, je dis, elle était plus maligne que moi, elle pleurait tellement vite. Elle pleurait tellement vite que ça durait moins. Et moi, je refusais de pleurer en fait. Je refusais de pleurer. Je refusais de lui faire ce plaisir-là. Je refusais de lui faire ce plaisir, donc je pleurais pas. Donc moi, ça durait bah, souvent plus longtemps. Je reprends. Donc la violence durait souvent plus longtemps parce que je lui donnais pas satisfaction. Je refusais de pleurer. Et
Ça, c'est quelque chose sur quoi je veux vraiment euh, prendre le temps. C'est pas évident d'en parler. Mm. Mais j'ai réalisé, après un long travail thérapeutique, un peu malgré moi, comme une vague d'un coup de flashbacks immondes qu'il y avait aussi eu de la violence sexuelle. Moi, les souvenirs que j'en avais, c'était de pas comprendre, donc de 5 à 8 ans, des fois, je me réveillais dans la nuit complètement embuée, vaseuse, et je le voyais assise sur le lit. Et des fois, j'entendais marmonner, des fois, je n'arrivais même pas à comprendre ce qu'il faisait là, et je me rendormais, tu vois. Mm. Et, et, euh, il y a précisément 2 ans, euh, à force de travail thérapeutique, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, quelles méthodes thérapeutiques ont pu m'aider à sortir de cet enfer. J'ai eu des flashbacks où donc j'ai revu ces scènes justement où il était dans notre chambre la nuit, où j'avais la sensation d'être complètement vaseuse, complètement engourdie. Et, bah, les flashbacks que j'avais, c'était celles de fellation imposée. Voilà. Donc, Aussi bien pour toi que ta petite sœur? je saurais pas le dire. Ouais. Je saurais pas le dire du tout. Je saurais pas le dire du tout. Et ça a un peu fait sens parce que faut savoir que bah, le géniteur en question, il avait, ou peut-être qu'il a encore, je ne sais pas, une obsession pour le brossage des dents. On devait se brosser les dents une dizaine ou quinzaine de fois par jour. Il fallait se brosser les dents tout le temps. Euh, et finalement, quand j'ai eu ces flashbacks, j'étais en train de me brosser les dents parce que c'est quelque chose que j'ai gardé longtemps, de trop me brosser les dents. Et, euh, et c'était tellement violent que j'ai carrément vomi, quoi, tu vois. Ça m'a levé le cœur et en même temps, j'arrivais pas à réfréner tout ce qui me revenait comme image, comme sensation, comme impression d'étouffement, là, tu sais, comme si quelqu'un te maintenait et tout. C'était. Voilà. Donc, voilà, ça s'est un peu aligné, un peu malgré moi, j'ai envie de te dire. Mm. Euh, mais en tout cas, à part le fait qu'il nous ait jamais enfermés dans des pièces, qu'il nous nourrissait, etc., les pires choses qu'on puisse faire à un enfant, il les a faites et j'ai l'impression de bon cœur. Mm. Donc, Voilà. ouais, il voyait Ouais. pas le mal qu'il faisait, en fait. Enfin, bon. Je Et, peux, je peux pas dire que quelqu'un qui va à l'église tous les dimanches voit pas le mal qu'il fait, mais je pense que psychologiquement, quand tu es ouais. à ces niveaux de manipulation, de besoin d'exercer un contrôle sur tout ton entourage, parce que là, on parle d'enfants, c'est facile, mais c'est quelqu'un qui a un fonctionnement qui est très particulier et je pense que c'est, voilà, ça. Je pense qu'il, je sais, si, il savait que c'était pas bien, bien sûr que si, sinon il aurait pas mis en plus toute cette violence psychologique pour nous, tu sais, pour nous réduire au silence, pour nous éteindre, pour nous contrôler. Mm. Et cette belle-mère, Ouais. et là, elle était au courant ou... Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que, alors les violences, oui, hein, les violences physiques, elle était là, elle y assistait, elle ne participait pas. C'est quelqu'un qui n'a jamais levé la main sur nous, mais qui nous a jamais défendus, qui l'a jamais stoppé. Alors, est-ce que c'est parce que culturellement, on, on, on accepte que dans l'éducation africaine, alors que c'est juste des stigmates hein, de l'esclavage, on accepte que la violence fasse partie de l'éducation. Mais pour quelqu'un dont le métier était tous les jours de donner la vie, c'était un peu particulier, je trouve, et incohérent de rentrer et puis de voir des enfants se faire cogner des heures et des heures et des heures, quoi. Oui. Est-ce que Voilà. tu peux nous redire le métier de cette dame? Elle était gynécologue, gynéco-obstétricienne, je crois qu'on dit, oui, c'est ça? Oui, oui, tout à Ouais, fait. gynéco-obstétricienne. Hmm. Ouais. Et quand as-tu commencé à comprendre que ce que tu vivais n'était pas normal? Parce que pour une Je petite l'ai fille, compris, je ouais. l'ai compris
au niveau des comportements de mon père avec, je dis père, tu vois, au comportement de mon géniteur avec mon corps, parce que une fois, je pense qu'il était tellement à l'aise, et moi j'ai été très précoce, c'est-à-dire j'ai été réglée à 8 ans. J'ai été réglée à 8 ans. Euh, j'ai eu un corps de jeune fille très tôt aussi. Euh, il m'a saisi la poitrine devant elle. Hmm. Et elle a poussé un cri de dégoût, de colère. Elle l'a repoussé. Elle a été vraiment là dans une réaction qui était normale. Et je me suis dit, ah oui, d'accord, ok. Et je me suis dit, ah ok, ça, c'est pas normal. Mais je pense que tout le reste des abus était tellement enfoui en moi que j'ai juste tiqué sur ça. Mais tout le reste m'est revenu vraiment 30 ans après, hein. Hmm. Tu vois, m'est revenu vraiment 30 ans après. Et pour la violence physique, je me suis pas posé de questions non plus, parce que malheureusement, comment dire, dans la famille, de façon générale, que ce soit côté paternel ou maternel, il y avait toujours une forme de violence. C'était pas aussi, à ma connaissance, c'était pas aussi quotidien, c'était pas aussi intense, mais il y avait les coups, il y avait, on te crie dessus, on te punit, voilà. Il y avait cette violence-là partout. Donc moi, je me rendais pas compte. C'est un jour, une de mes cousines est venue chez mon géniteur et il rentrait à la maison et ma petite sœur et moi, on était en train de jouer. Il y avait un personnage à la télé qu'on aimait bien. On faisait des bisous sur la télé. Je te dis, on avait 25 et 8 ans, hein, donc rien de fou. Et en Hmm. fait, on l'a pas entendu arriver et on a été saisis de panique quand on a compris qu'il était là. Et c'est elle qui, plus tard, quand j'étais chez ma mère, quelques semaines après, parce que j'étais en garde alternée quelques temps, m'a dit, mais pourquoi tu as peur de tonton machin comme ça? Je me dis, mais Hmm. comment ça? Et elle m'a dit, mais tu as fait ça et tout, avec des mots de petite fille hein, à l'époque, hein. Et je me suis dit, ah ouais, toi tu fais pas comme ça? Elle m'a dit, bah non, tu vois bien quand tu viens à la maison que X y rentre, on fait pas ça. Je me dis, ah oui, c'est vrai, mais si nous on fait pas ça, il va nous frapper, tu Hmm. vois? Oui. Voilà, donc des petites choses comme ça, mais pour autant, j'en ai jamais parlé à ma mère. Je sais que quand j'ai fini par fuguer de chez mon géniteur pour aller rejoindre ma mère, quelques mois après, elle suspectait, ma mère est psychologue, elle suspectait des abus sexuels. Et donc, elle a amené la question progressivement, etc. On discutait toutes les deux assises au salon. Et quand elle m'a posé la question de est-ce que X, t'as déjà il y a déjà eu des gestes ou quelque chose qui n'était pas normal, que personne d'autre t'a fait ou que moi je te fais pas. Elle m'a raconté que je me suis endormie, littéralement, comme ça. Oh. Et elle a plus su comment aborder la question avec moi. Mais très rapidement, elle s'est dit, oula, non, il y a eu des choses là sur ma fille, il y a eu quelque chose. Ça va pas du tout. Et comment réagissait ton entourage à ce moment-là, quand tu étais sous le toit de la violence, tu étais toujours chez ton géniteur? Parce que j'imagine, on sait bien qu'en Afrique, il y a toujours du monde, il y a les tatas, Mm, il y a les tontons, cousins, cousines. Comment mm. tout le monde réagissait en fait? Comment ça se passait? Bah, lui, il vivait à côté d'une de ses sœurs. Les maisons n'étaient pas mitoyennes, mais il y avait qu'un mur qui séparait. Tu vois, sans être mitoyenne, mais c'était vraiment proche. Moi, j'ai déjà entendu ma sœur pleurer de chez ma tante. Il n'y a jamais personne qui est venu sonner, toquer ou s'assurer qu'on aille bien. Et côté maternel, comme les familles se côtoient pas et que moi, j'en parlais pas, c'est pas quelque chose qui a fait l'objet de discussions ou quoi que ce soit à l'époque. Hmm. Mm, mm. Et quels ont été les moments les plus difficiles à surmonter? Paradoxalement, c'est pas la violence physique, parce que dans mon cas, en tout cas, la violence physique, j'ai peut-être que j'ai dissocié. Je sais pas, quelque part, ça te met une cuirasse. Je trouve que la violence physique, ça n'apprend rien. Ça t'apprend juste à être malin, à pas te faire avoir, à courir vite, à te cacher, voilà, ce genre de choses. Moi, la chose qui m'est restée le plus longtemps, mais c'est aussi peut-être parce que je l'ai comprise des années après,
ça a été, et tu vas voir, là c'est juste un exemple parmi tant d'autres, hein, c'est celui qui m'a le plus marqué parce que je l'ai compris littéralement 4 ans après. Mm. Euh, donc, dès le CE1, dans l'établissement dans lequel j'étais, on prenait CE1, CE2, je ne sais plus, on prenait des cours d'anglais et je n'arrivais pas à prononcer, je crois que c'était Wake up, hurry up, Sally, un truc comme ça, tout bête, tu vois. J'arrivais pas, l'enchaînement, j'arrivais pas. Donc bon, il m'a bien tabassé et j'arrivais toujours pas, hein, puisque quand tu frappes quelqu'un, tu lui apprends pas à parler une langue, hein, sinon bon, ça se saurait. Donc il m'a fait monter dans sa voiture, il devait être 1 ou 2 heures du matin, vraiment. Et il m'a emmené non loin dans une rue où, à l'époque, en tout cas, il y avait un certain nombre de prostituées qui exerçaient là et qui, comme on dit vulgairement, tapinaient. Et une d'entre elles était assise, donc au sol, avec une jupe très courte, pas de sous-vêtements, les jambes écartées. Et il m'a dit, donc parce que j'arrivais pas à prononcer cette phrase de Wake up, hurry up, Sally, que c'est là que j'allais finir. Donc, j'ai pas compris quel était le problème de cette dame et pourquoi c'était un problème de finir là à 8 ans ou 5, entre 5 et 8 ans, je sais plus l'âge exact. Et quand j'ai compris des années plus tard, je me suis dit, waouh, est-ce que ça veut dire que la personne qui est mon père m'a dit que parce que je n'arrivais pas à dire une phrase en anglais, j'allais finir à me prostituer sur la rue comme ça? Et ça, c'est quelque chose que ça m'a pris longtemps, hein. Mm. Ça m'a vraiment suivi longtemps. Ça a été dur longtemps. Cette phrase-là, juste ça, tu vois. C'est pas les coups, cette phrase, ça a été dur longtemps. Autre chose qui était dure, ça a été bah, le fait que mon ex-belle-mère, puisqu'ils ont divorcé, mon ex-belle-mère ne soit jamais intervenue pour mettre fin aux violences physiques. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai. Quand j'étais assez grande pour me rendre compte qu'en fait, il aurait suffi qu'un des deux adultes se dise, mais attends, est-ce que depuis 19 heures, il est 23 heures, les filles sont en train de pleurer, on est en train de les frapper, tu vois? De se rendre compte à quel point tout ça était complètement dysfonctionnel et malsain. Voilà, moi, c'est ces deux choses-là qui ont été dures. Et puis forcément aussi le fait que cette compétition entre sœurs, moi, dans mon cœur, ça a mis une distance avec ma petite sœur et ça fait que finalement, c'est quelqu'un dont je me suis jamais sentie proche. Je pourrais presque dire que c'est quelqu'un que j'ai jamais aimé. Parce qu'au final, je la voyais comme une compétitrice, je la voyais pas comme un soutien, je la voyais pas comme une sœur. Je la voyais vraiment comme, pas une ennemie non plus parce qu'on souffrait ensemble, mais j'avais l'impression que si elle pouvait prendre 70% de sa souffrance et puis me donner, c'était pas un problème. Voilà, donc ça a aussi abîmé cette relation-là, en tout cas de mon côté. Elle, j'ai pas l'impression, mais moi, ça a mis une distance. Et aujourd'hui, vous êtes, Non, non, vous êtes non, proche. non. Non, Vous êtes non, on se parle plus de mon fait, je pense, depuis un certain nombre d'années. Elle a essayé différentes choses et tout, et je lui ai dit que j'étais pas intéressée. Hmm. Et comment ça se passait pour toi à l'école? Tu nous en as parlé un petit peu Mhm. tout à l'heure, mais est-ce que comment dirais-je, l'école pour toi était un refuge ou comment ça se passait? Non, en fait, je sais pas trop quelle place l'école a eu à ce moment-là pour moi, mais je passais mon temps à me battre. Hmm. Je pense que j'avais besoin aussi de frapper quelqu'un d'autre. Je passais mon temps à me battre à l'école. Euh, non, j'ai pas l'impression que c'était un refuge. J'ai l'impression que les heures à la maison de violence c'était tellement long, t'es tellement fatigué que la journée d'école passait vite, mais c'était pas un moment où je me sentais forcément en sécurité parce que, comme dit, la maison était juste à côté, tu vois. C'est pas comme si on faisait 20 minutes de route, on marchait 5 minutes, on était à la maison, on pouvait être en récré et le voir passer. Non, c'était pas le voir passer en voiture ou quelque chose comme ça, tu vois. C'était trop proche, c'était trop aggloméré à l'environnement familial direct. Non, non, c'était pas. J'ai pas souvenir d'un endroit où je me sois sentie en dehors de ce qui se passait à la maison, pas du tout. Il n'y a pas eu une maîtresse où je me sois confiée ou des trucs comme ça, non. Même tes Non. copines?
Même tes copines ou copains, Non, copines. non, je te dis, j'étais dans un groupe de filles où on passait notre temps à se bagarrer. D'accord. Je vais pas dire que j'étais une petite fille modèle, non, non. Bah forcément, tu sais, quand tu encaisses, à un moment, il faut bien que ça sorte quelque part, hein. Donc, ouais, j'étais bagarreuse, ça, vraiment, j'étais bagarreuse, très bagarreuse. Tout à fait. Et comment cette terrible période a pris fin? Alors, comment ça a pris fin? Ma mère a demandé la garde. Donc, j'avais une sœur aînée qui était polyhandicapée et dont mon géniteur s'est jamais trop soucié, jusqu'à même son décès il y a 2 ans. Et donc, ma mère a demandé, donc elle a déposé ma grande sœur chez lui en disant, mais en fait, tu as 2 filles, hein. Avec moi, en tout cas, tu as 2 filles. Donc, voilà tes 2 filles. Ou tu t'en occupes, ou si tu peux pas t'en occuper, je récupère mes 2 filles. Elle a intenté donc une action en justice qu'elle a gagnée. Et en fait, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il manipulait en disant que de toute façon, si lui décidait pas, le juge pouvait dire ce qu'il voulait, je partirais pas, que je partirais quand lui l'aurait décidé. Sauf que c'est quelqu'un qui voyageait beaucoup, enfin régulièrement. Et quand il revenait avec des valises entières de nouveaux vêtements, de jouets, etc. Et quand tu as 5 8 ans, tu as des valises de poupées, des trucs, des maisons de Barbie. Tu te dis, bon, attends, je veux jouer avec 2 semaines. Après, je pars. Tu sais, tu fais pas le lien de cause à effet de te dire, non, mais tous les coups ne valent pas tous ces jouets. En fait, moi, je veux être en sécurité. Ton cerveau n'est pas encore assez développé pour raisonner comme ça. Et donc, je restais. Et puis, une fois, je me suis dit, mais attends, là, il n'est pas là. Le gardien n'est pas là. On est censé aller au catéchisme. Moi, je vais aller chez ma maman. Je m'en vais. Donc, j'ai pris mon petit sac. J'ai mis ma tenue préférée. Et ma petite sœur, à l'époque, m'a couverte en prétendant auprès des nounous que j'allais chez ma tante à côté, en sachant que j'allais chez ma maman. Et quand on a rediscuté quelques années après, elle m'a dit en fait, si j'avais su à quel point ça allait être difficile une fois que tu étais partie, je t'aurais pas aidé. Moi, j'ai juste réfléchi bah, comme une enfant en me disant bah, comme ça, j'aurais toute l'attention et les jouets pour moi, tu vois. Et donc, en fait, j'ai pris, avec son aide, j'ai pris mes affaires et un trajet, en fait, j'avais 8 ans. Je pensais que j'allais marcher 10 minutes arriver chez ma maman, puisqu'on faisait toujours le trajet en voiture. Au Rwanda, j'ai marché, je sais pas, peut-être 2 heures, Ah, avec le soleil qui se couchait, la peur de me perdre, la peur de croiser mon géniteur. Je me suis dit, s'il me croise dehors, il va comprendre ce que je suis en train de faire, il va me tuer. Et bon, un pas après l'autre, j'ai réussi à arriver chez ma maman, qui à l'époque était mariée. Et quand je suis arrivée, j'ai demandé à la nounou de l'appeler au travail pour dire que j'étais arrivée, que j'étais à la maison. Donc, elle a travaillé trop loin, donc elle a appelé son mari pour dire Alexandra à la maison, rentre vite. Donc, il est rentré et je pensais qu'ils allaient me ramener là-bas. Comme tu n'as pas le droit de fuguer, tu vois, quand même. Et j'étais allée me cacher dans ma penderie de ma chambre. ah, Donc, il ouvre la penderie et je me dis, bon, je vais me faire gronder et puis ils vont me ramener. Et puis, bon, là, c'est fini, je suis morte. Et mon beau-père, qui est décédé et qui a été plus un papa pour moi que mon géniteur, il ouvre en grand et je me souviens son visage qui était illuminé de fierté. Et il me dit, mais je pensais que tu aurais fait ça plus tôt. ah. Et qu'il me prend dans ses bras tout fier et tout. Il me dit, mais oui, je savais que tu allais le faire. Je savais. Je pensais juste que tu l'aurais fait hier ou avant-hier. Voilà. Et donc, ma mère qui rentre en panique, se dit, est-ce que ça va et tout. Et dit, mais oui, mais c'était sûr que elle allait fuguer, c'était sûr, je le savais, elle va bien, tout va bien, etc. Et mon géniteur qui fait débarquer la police chez ma mère pour réclamer que ma restitution, je me souviens du mot. Donc, on a dû aller tard le soir dans un commissariat. Ça m'a traumatisée parce que les cellules encore à l'époque, était le nombre de personnes qu'il y avait dans cette cellule, c'était impossible de discerner le nombre de corps tellement il y avait du monde, des gémissements. Là. Oh, c'était incroyable. J'ai jamais rien. Enfin, si, j'ai vu des choses plus sinistres, malheureusement, mais ça fait partie des choses. Bref. Et donc, ma mère a présenté le jugement et puis a dit bon, il a prétendu qu'elle m'avait kidnappée.
Donc, j'ai dû dire que non, j'étais partie de mon plein gré sans dénoncer ma sœur pour pas non plus qu'elle se fasse taper, que j'étais partie, machin, que ma maman savait pas, etc., etc. Et cetera. Et puis bon, au final, le juge a dit non, mais que bon, il avait déjà rendu sa décision. Bon, la petite a précipité. Bon, bon, ça change rien. Puis c'est resté plus ou moins comme ça. Il y avait quand même l'obligation que j'aille le voir un week-end sur deux, etc., etc. Hmm. Mais étrangement, comme je vivais plus chez lui, il ne m'a plus jamais battue. Hmm. Tant mieux, hein, mais il m'a plus jamais battue en tout cas. Donc j'allais les week-ends, c'est devenu un autre rituel où chaque week-end, pendant des heures, il me racontait tout ce qu'il avait reproché à ma mère, à sa famille. Voilà. Donc ça durait des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Mais en tout cas, il y a plus de coups, d'atteinte physique, qu'elle soit sexuelle ou pas. Et quand tu retournais, du coup, un week-end sur deux, tu te sentais Non, j'étais terrorisée, je voulais pas y aller. terrorisée? Ouais. Non, non, je pleurais avant, je pleurais après. C'était. Tu sais, Hmm. tu rentres dans la maison et tu sens ton cœur qui commence à taper dans ta poitrine. Bah, bah, bah. Ouf. Comme ça tous les week-ends parce que bon, il te frappe pas, mais tu sais que si tu ris trop fort, tu vas l'énerver. Si tu joues comme ça, tu vas l'énerver. Si tu. Tu vois? En fait, c'est comme si tout ce que tu es le dérange. Hmm. Tu vois? C'est comme si tout ce que tu es le dérange. Donc, tu es obligé d'être sur tes gardes, de tout faire comme tu penses qu'il veut, etc. Non, c'était. Non, non, c'était. Et Et quand en plus, en parallèle, tu as la vie. Bon, la vie chez ma mère n'était pas parfaite, mais en tout cas, je m'y sentais en sécurité. Et que tu dois retourner dans l'enfer, là, tu te rends compte que tu es dans un enfer. Tu vois, voilà. et ta sœur était toujours là-bas? Oui, bien sûr. Ma sœur, comme j'ai dit tout à l'heure, Ta maman est sa décédée. maman est décédée Hmm. et avec l'aide de ma mère en plus, hein, à l'époque, il a obtenu la garde exclusive de ma petite sœur. Hmm. Mhm, Hmm. mhm. Et quel lien t'entretiens avec ton géniteur actuellement? Ça fait, allez, ça fait au moins une dizaine d'années qu'on ne se parle plus. Hmm. On, on a essayé différentes choses parce que c'est ça aussi qui est paradoxal, c'est que l'adulte que je suis, alors j'ai aucun sentiment pour lui vraiment. Si je le croise dans la rue, je vais pas le saluer, mais ça change rien à ma vie. L'adolescente que j'ai été le déteste. L'enfant que j'ai été bah, l'aime encore. Hmm. Tu vois, tu peux pas. En tout cas, moi, je peux pas faire comme s'il y avait 0% de moi qui. Enfin, comment dire? Je peux pas enlever l'amour que l'enfant que j'ai été a eu pour son papa. Parce que vraiment, la petite fille que j'ai été l'a aimé, vraiment, vraiment. Hmm. Si ton enfant peut t'aimer comme ça, normalement, il faut le choyer. Dans lui, il a décidé de frapper l'enfant. Hmm. Bref, Et, mais et on la a femme, essayé. Comment? et la femme que tu es aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit? Oh, moi, la femme que je suis aujourd'hui considère qu'on ne discute pas avec les caniveaux, hein. D'accord. Bon, j'ai jamais conversé avec un caniveau, donc je vais pas commencer aujourd'hui. Voilà, tu vois. Voilà, pour te parler clairement. Euh, mais c'était quoi ta question? La femme que tu es aujourd'hui, Ouais, mais juste avant, peut-être quel que lien... j'avais répondu. Oui, 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 tu me disais que bah, enfin, c'était le lien que tu entretenais avec ton Oui, père. oui, Ouais. c'était ça. Donc, on a essayé différentes choses parce que ça a été difficile de couper. Donc, j'ai quitté la Côte d'Ivoire à 16 ans. On s'envoyait des lettres. Il m'écrivait des lettres, etc. Il n'y a pas longtemps, même, je suis retombée sur certaines lettres. Oh là là, mon Dieu. Oui, je suis ton père, gna gna gna. Oh, j'étais, oh là là, mon Dieu Seigneur. Merci que tout ça soit terminé, des lettres. Bref, donc en tout cas, on s'envoyait des lettres. Quand j'allais au pays, je le voyais. Euh, et puis, en fait, j'avais besoin de lui dire les choses. Donc, une fois que j'ai trouvé le courage, j'ai commencé à lui dire, en fait.
Que être père, c'est pas frapper, être père, c'est pas l'insécurité, être père, c'est pas tout ce qu'il a fait en fait. Tu vois, c'est pas tout ce qu'il a fait. J'ai aussi dénoncé les seules atteintes sexuelles dont je me souvenais, donc le fait d'avoir saisi la poitrine, j'en ai parlé à ses sœurs. Tu vois, Mm. j'ai eu besoin, en fait, de dire les choses, de dénoncer, de réveiller le système, de dire, mais attendez, c'est que vous êtes à côté d'un homme qui est capable de faire ça, ça et ça, et parce qu'il a les moyens ou parce que je ne sais pas qui il est pour vous, vous tolérez. Mais en fait, non, là, maintenant, il faut que vous sachiez et que vous agissiez en conséquence, en fait. Mm. Ses sœurs m'ont répondu qu'il faut pardonner. Non, là, vraiment, comment te dire? C'était trop pour moi, voilà. Après, tu sais pas aussi, c'est ça qui est compliqué quand tu viens, toi, adolescente, tu balances comme ça des violences sexuelles que tu as subies. Euh, à quelle femme tu parles? La femme qui est en face de toi, elle, qu'est-ce qu'elle a subi? Mm. Comment Tout à, elle est à l'aise pour entendre ça? À quoi ça la renvoie? Tu vois? tout à fait. Voilà. Donc, en tout cas, elles m'ont répondu avec leur cœur de chrétienne qu'il faut pardonner. Bon, non, il faut pas pardonner, non, désolé, pas du tout. Euh, et donc, après avoir essayé plusieurs choses dont j'ai dû me mettre à genoux, tenir ses pieds, enfin, tous les trucs des darons, là, pour demander pardon de quoi, je ne sais pas. Donc, j'ai tout fait en me disant, bon, si ça peut apaiser son cœur. Ça apaise son cœur, qu'est-ce que ça me coûte? Mm. Ça me coûtait au final. Et en fait, finalement, rien ne l'apaisait. Donc, j'ai décidé que en fait, toute personne qui, qui, qui a une empreinte toxique ou négative et que tu peux jamais rien faire, quelqu'un qui peut pas se remettre en question, qui peut pas entendre, c'est toujours lui la victime, mais bizarrement, il est quand même le mauvais aussi en étant la victime. Je me suis dit non, c'est bon. Vraiment, merci pour la vie, hein, les 50% là, merci, mais on va s'arrêter là, quoi. Et Mm. puis j'ai arrêté. J'ai arrêté, j'ai changé de numéro de téléphone, je lui ai pas donné, j'ai arrêté d'appeler. Lui aussi, bon, c'est pas le genre de papa qui va t'appeler pour te dire, mais ma fille, ça fait une semaine, ça va. Voilà. Donc, puis c'est resté comme ça, hein. Mm. Voilà. Et après ce chapitre, tu as été pris en charge? Ce chapitre de violence, ces années? Euh, alors, j'ai été prise en charge. Donc, ma mère est psy. Je pense que dès lors que j'ai commencé à parler, elle m'a mis chez des psys pour que je parle avec eux. Donc, j'ai toujours eu un suivi psy. Mais comme je t'ai dit, cette partie des violences-là, ça a mis longtemps à ce que je me rende compte de, 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 de l'impact des cicatrices que ça a laissé en fait sur mon développement, etc. Donc, je fais des thérapies classiques et c'est toujours en train de revenir sur les mêmes choses, et violences, et violences, et violences. À un moment, c'est fatigant. Jusqu'à ce que, pour d'autres raisons, je découvre l'EMDR, qui Mm. pour moi a été... Alors, j'ai découvert d'abord, pardon, la psychogénéalogie. Donc là, on va venir voir un peu les traumas familiaux, les répétitions. Parce que des fois, tu vis une épreuve, tu sais pas, mais peut-être que ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, ta grand-tante a vécu exactement la même chose que toi. Donc, essayer de voir des choses qui se répètent comme ça, essayer de dénouer certains schémas familiaux, etc. C'était passionnant, ça m'a appris beaucoup sur ma famille, sur les femmes de ma lignée. Et ensuite, donc j'ai découvert le MDR. Là, c'est vraiment un travail qui est purement sur tout ce qui est trauma, tout ce qui est traumatisme. D'ailleurs, s'il y a des Alsaciens qui nous écoutent, moi, je suis suivie actuellement par une psychologue qui est extra, qui s'appelle Marie Vautrino. Je recommande chaleureusement. Et je sais qu'elle nous écoutera parce qu'elle a noté le nom du podcast Wandara. Très bien. Euh, et moi, en fait, ça a littéralement changé ma vie. Euh, Par exemple, j'ai pu avoir un diagnostic de stress post-traumatique intense, alors que on pensait que j'avais des hallucinations. Mais c'est-à-dire que j'avais vécu des choses qui m'avaient tellement marqué que j'avais des flashbacks. Et on pensait, enfin, les médecins pensaient que c'était des hallucinations. Non, pas du tout. Mm. Tu vois, jusqu'où ça peut aller. Oui, oui, tout à Voilà, fait. donc oui, j'ai été prise en charge. Aujourd'hui même, encore à 16 heures, je sonnais à la porte de la psychologue pour ma séance de MDR, tu vois, qui Mm. portait sur une scène de violence subie par ma petite sœur et moi quand on était chez mon géniteur. Ouais, donc tu as encore enfin, beaucoup ou pas, tu as encore des flashbacks en fait qui reviennent jusqu'à maintenant. Oui, 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 oui. Ouais, ouais. Ok. Ouais. Et, et as-tu des séquelles physiques, peut-être aujourd'hui?
Hum, alors, je sais pas si c'est juste ce que je vais dire, mais j'ai envie de te répondre que oui, parce que au final, ton cerveau se construit dans la violence, que tu as peur pour ta vie tous les jours, oui, forcément. Euh, donc j'ai une maladie génétique, donc ça c'est génétique, donc c'était avant ma naissance. Et j'ai une maladie auto-immune, donc un lupus, un TDAH, avec stress post-traumatique intense. Ça, c'est pour les dénominations à l'occidental, on va dire. Mais en tout cas, euh, oui, si je dois donner une réponse objective, oui, voilà un peu d'un point de vue médical ce qui ressort de ça. Je suis aussi très migraineuse, j'ai dû faire des différentes IRM cérébrales qui ont révélé des anomalies, donc rien de grave. Mais ça m'a fait sourire parce qu'une professeure en neurologie m'a dit, vous voyez là dans mon cerveau, il y a plein de taches blanches. Elle m'a dit, vous avez plein de taches blanches, c'est des choses qu'on voit dans les cerveaux de personnes effectivement qui sont migraineuses. Mais la durée depuis quand vous avez commencé vos migraines fait que vous devriez avoir seulement cette partie-là de taches blanches. Et tout ça, là, toute cette quantité, ça me laisse entrevoir que l'enfance n'a pas dû être réjouissante. Vous avez eu une enfance comment? Je dis, bon, on va se concentrer sur les migraines parce que moi, je suis pas venue pour vous raconter hein, ce qui se passait. Mais tu vois, donc même au niveau de comment ton cerveau se constitue, bah forcément, ça impacte, quoi. Tu vois, maintenant, on te parle de cerveau, de neurodivergence, neuroatypie, etc. C'est les conséquences enfin, ton environnement, dans l'enfance dans laquelle comment dire, l'environnement dans lequel tu baignes quand tu es enfant, est-ce que le fait d'être avec des adultes qui te font te sentir en sécurité, qui te font te sentir aimé, qui te font te sentir sûr de soi, ça a forcément un impact sur ta Mm. constitution, sur ton développement. Ouais, c'est ça, Mm. hein, la sécurité hein, pour un La enfant, sécurité, ouais. c'est une des choses, enfin, peut-être même la chose la plus importante, je crois. Mm. Et comment as-tu appris à retrouver, enfin, comment tu as appris à te reconstruire, retrouver confiance en toi et croire en la vie? Mandara, confiance en qui? Ah. Ah, non, j'apprends. J'apprends. En fait, j'ai l'air très confiante, mais tu sais, comment on peut dire ça? Je pense qu'on a tous expérimenté ça en tant qu'adulte. Quand tu as eu des difficultés et que tu as eu l'impression que d'être vulnérable, faible, ça t'exposait trop, tu vas développer des mécanismes pour que, au moins, les gens là, l'extérieur ne voit pas ça, tu vois? Mm. Donc moi, je pense que les retours, en tout cas, qu'ont pu me faire des personnes qui sont maintenant des amies, quand elles ne me connaissaient pas, ça a été que j'avais l'air très sûre de moi, voire hautaine. Bon, en vérité, on me trouve souvent d'abord hautaine. Après, on dit que j'ai l'air sûre de moi. Euh, mais pas tant. C'est un travail que je fais tous les jours. J'ai aussi beaucoup changé mon environnement, c'est-à-dire que bah, de mes deux familles confondues, paternelle, maternelle, j'ai gardé que ma mère. Et je te parle pas de gens que j'aimais pas, hein. Vraiment, je te parle de personnes, on a grandi ensemble. Je pensais on traverserait nos vies d'adultes ensemble, qu'on irait à nos mariages, voilà, que les liens qu'on avait là seraient pour la vie. Bah, ces personnes aujourd'hui font pas partie de mon quotidien et puis au final, ça n'a rien changé, alors qu'on a grandi ensemble. Et surtout, ma sœur aînée, dont je t'ai parlé brièvement tout à l'heure, est décédée il y a bientôt 3 ans. Ça fera 3 ans en avril, déjà. Waouh. Et, enfin, ça, c'est le truc, j'arrive pas. Et Mm. attends, je black out. Et perdre ma sœur, ça a été comme j'ai eu peur qu'elle parte avec tout ce que j'avais de bon en moi. Tu vois, ça m'a mis dans un espèce comme des ténèbres permanents. Et j'ai l'impression que depuis quelques mois, j'en sors. Mm. Et je vis en me disant, ouah, si elle me voyait faire ça, elle serait fière. Ouah, si elle me voyait faire ça, elle serait contente. Ouah, si elle voyait l'assurance que j'ai aujourd'hui, elle serait fière.
si elle voyait comment j'ai réussi à gérer ça sans être agressive, elle serait tellement fière. Mm. Et c'est nouveau, en fait. Donc, la confiance elle est en train d'arriver avec la quarantaine. Mon Dieu, c'est passé tellement vite, ça aussi. Mm. Mais je dirais pas que la chose qui me caractérise foncièrement de ma personnalité, c'est pas d'avoir confiance en moi. C'est une Mm. impression. C'est pas ça. Comme on dit en africain, les morts ne Hum, sont pas morts, hein. je Ça. sais, je sais, je sais. Mais tu sais, quand c'est, comment dire, c'était, c'est comme si la douleur de l'avoir perdu, c'est tout ce qui me maintenait connectée pendant Mm. un temps. Et maintenant, j'arrive à sentir que je lui parle, tu vois, mais ça a pris 2 ans, hein. Maintenant, je peux lui parler. Tu Mm. vois, j'ai une difficulté, je m'assieds, je cause avec elle comme si elle était là. Je dis, mais regarde, il se passe ça, tu penses quoi, etc. Tu vois. Mais ça a pris 2 ans. Mm. Mhm. C'est magnifique. Mm. Et quel est ton rapport avec les hommes aujourd'hui? Toi, la belle Non, femme que laisse-moi tu es. tranquille. La Laisse-moi, belle femme non, que non, tu non, es. laissez-moi. Non. Euh... Ouh là là, mon rapport avec les hommes. Alors, si on enlève mon géniteur, qu'on met l'homme qui m'a élevé donc de mes, on va dire, 5 8 ans jusqu'à 25 27 ans, euh, c'était un homme qui était doux, qui était présent, qui était rassurant, même si malheureusement avec lui aussi il y a eu de la violence physique. Et là, c'était avec les points, que j'ai le visage tuméfié, en sang, etc. Donc, il y a eu 3 épisodes comme ça de violence physique qui sortaient vraiment de nulle part. Donc, malheureusement, c'était pas un homme non plus avec lequel je pouvais être complètement en confiance. Mais par rapport à mon géniteur, c'était beaucoup mieux. Tu vois, c'est malheureux, hein, mais c'était beaucoup mieux. Les hommes de ma famille côté maternel sont des hommes qui sont instruits, qui sont cultivés, qui ont des manières, qui savent faire avec les femmes, qui nous ont toujours mis en avant, qui nous ont appris, qui nous ont élevés dans ces valeurs de galanterie, etc., etc. Donc j'ai grandi avec ça aussi, avec cette espèce ouais, de douceur où l'homme sait, tu vois, vraiment te faire sentir en sécurité dans la façon dont il va te traiter au quotidien. J'ai beaucoup de chance parce que ça aurait pu ne pas être le cas, mais j'ai jamais choisi un partenaire qui était violent avec moi physiquement. J'ai eu une histoire, mais je pense que les filles ont peut-être ou peut-être pas, je souhaite pas, mais peut-être que on a toutes une fois fait ce choix d'un garçon qui est complètement pervers, manipulateur. Donc j'ai eu cette histoire-là aussi, mais la plupart de mes partenaires ont été clairs, fiables. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Ça n'empêche que j'ai quand même choisi d'être célibataire. Donc, je suis célibataire là depuis 10 ans. Et j'ai 2 amis que je n'embrasse pas, qui m'ont défié il y a peu en me disant, ben, si tu es célibataire depuis 10 ans et que tu ne te confrontes pas à la séduction, tu ne te confrontes pas à ta relation avec l'homme, etc., mais tu peux pas savoir si tu fuis ou si tu es juste bien dans ton célibat. Bon, donc là, maintenant, du coup, je suis en date avec l'enfant d'autrui, mais je suis toujours célibataire. D'accord. Voilà. Très bien. Et quelle est la place du pardon et de la résilience? Ah, le mot résilience, je l'aime beaucoup et je le déteste à la fois. Mhm. Parce que l'idée de devoir souffrir pour apprendre, là, je suis en train d'essayer d'en sortir. Mhm. Donc, en même temps, ça te sauve la vie. Et puis en même temps, tu sais, les gens qui n'ont pas traversé l'enfer aussi, j'aime bien leur vie. J'aime bien leur vie, mais alors si je dois simplement dire ça comme je répondrais à une amie, je dirais que peu importe ce qui t'arrive dans la vie, vraiment peu importe ce qui t'arrive dans la vie, que ce soit positif, que ce soit négatif. Et quand je dis ça, je dis en pensant à ma sœur, donc vraiment, j'inclus toutes les dingueries, toutes les choses les plus difficiles qui peuvent t'arriver. C'est ce que tu vas en faire qui va faire la différence, en fait. Tu vois? Je vois des gens vivre un événement qui vont être un non-événement pour d'autres, tellement la violence fait partie de leur quotidien, de ce qu'elles ont connu. Et je vois des gens qui vont pas s'en remettre. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Genre, des fois, j'ai des choses qui sont difficiles et je me dis, OK, Alex, bon, là c'est dur. Tu sais quoi? Assieds-toi un coup, pleure,
crie, danse, demande à l'aide, fais ce qu'il faut là, laisse tout ça. Ok, c'est dur, on est d'accord. Maintenant, une fois qu'on a dit que c'était dur, on a vu que c'était dur, on sait qu'on a les épaules. Qu'est-ce qu'on fait de cette situation? Et en fait, peu importe que tu y arrives ou pas, si tu fais de ton mieux, déjà, tu as gagné. Moi, c'est comme ça que je vis en tout cas. Je me dis, ok, peu importe ce qui se présente, si ça se présente à moi, c'est que j'ai les épaules. J'ai les épaules, je fais de mon mieux. Ça ne veut pas dire que ça va être parfait, mais je fais de mon mieux et advienne que pourra. Après, c'est plus dans ta main au final. Tu vas te prendre la tête pour quelque chose, t'as pas la main sur ce qui va t'arriver, t'as pas la main sur le résultat. Tu peux juste faire de ton mieux en ton âme et conscience et c'est tout. Mm. Voilà. Et puis bah la thérapie, hein, les gars, hein. Faut aller en thérapie. Hein. Mm. Faut aller en thérapie, il faut écouter des podcasts. Ça, on le dit pas aussi, hein. Mais la puissance des podcasts, la puissance, et c'est pour ça aussi que quand j'ai vu ton appel à témoignage, je me suis dit, genre, déjà, je suis super contente que ce soit une femme noire qui prenne ce témoignage, premièrement. Et deuxièmement, moi, pour des questions, quand j'ai eu toutes les embûches d'un point de vue médical, quelquefois, j'étais vraiment au fond du trou et c'est l'histoire, un podcast comme ça, tu écoutes, tu entends l'histoire de quelqu'un, tu te reconnais, tu dis, oh, la personne a réussi à traverser ça et on est là aujourd'hui. Je me dis, si de partager des choses qui sont intimes, qui sont personnelles, que peut-être même certains proches ne savent pas sur moi, euh, et que ça peut permettre à une personne de, comment dire, de voir un enfant en détresse et de pas se taire, de pas laisser l'enfant être violenté, de parler, de dénoncer. Si ça peut permettre à une personne qui a été abusée de dire, bah oui, moi aussi je veux, même si ça fait 30 ans, j'ai le droit de parler, j'ai le droit de dire ce qui s'est passé pour moi, j'ai le droit de dire que, voilà, telle personne m'a abusée. Point. Mm. Si ça peut, je sais pas, si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, bah, je dirais pas que ça valait la peine de vivre tout ça, non. Mais, euh, mais je serais contente de pouvoir rendre la balle parce que ben, vraiment, il y a des histoires, des podcasts de personnes que je rencontrerai jamais, que j'ai jamais réécouté après, mais qui m'ont vraiment permis de sortir du gouffre pour Mm. des raisons médicales là, cette fois-ci. Ouais, la Mm. force des témoignages, hein. On va essayer d'en avoir de plus en plus sur CORS Podcast, surtout Tu parce en que auras de plus en plus. oui, j'espère, j'espère. Mais oui. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses taboues, notamment Mm. dans la communauté afro, un peu, hein, qu'elle Mm. soit en Afrique ou qu'elle soit en France ou peu importe Aux où, gentils. Ouais. ou aux Mm. Antilles. Mm. Donc, on va essayer on va faire au mieux. On va faire. Yes, tu fais déjà au mieux. Ça va le faire. Ça va le faire. Et quel message dirais-tu à toi, Alexandra, la petite fille de 8 ans? Alors, je dirais, ma chérie, je t'aime tellement. Je t'aime tellement. Je t'aime tellement. Tu vas faire tellement, tellement plus que ce que cet homme essaye de te voler. Bravo d'avoir fui. Bravo d'être parti. Et, et que le courage que tu as eu ce jour-là, là, tu gardes ça comme un feu ardent en toi. Parce que, ma chérie, tu es courageuse. Voilà ce que je me dirais à 8 ans. Hmm. Alors, Eh, courageuse, ouais. magnifique, magnifique. Écoutez ça, hein. Alors, il y a un proverbe bantou qui dit, c'est au fond Mhm. du gouffre que l'on trouve les sources de la rivière. Est-ce que ça te parle? Redis-moi ça. C'est au fond du gouffre que l'on Mm. trouve les sources de la rivière. Eh oui. Je l'aime et je le déteste en même temps. Je te le renverrai, hein. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. On est tellement plein de ressources en vérité. On est tellement plein de ressources. Mais bon. Est-ce qu'il faut prendre les épreuves comme des épreuves ou est-ce qu'il faut les voir comme une opportunité de grandir? Je sais pas. Tu vois? Parce que le fond de ton gouffre, là aujourd'hui, le fond de mon gouffre, ça a été tellement de gouffres au final qui n'en ont pas été. Hmm. Et donc je suis sortie en me disant, c'était rien en fait. J'ai pu le faire. Tu vois? Donc oui, oui, je comprends. J'adhère. J'adhère. Mais bon, si les proverbes pouvaient aussi des fois nous mettre au bord de la mer, sable fin, petit cocktail, ce serait cool. Ce serait top, oui. Ce serait vraiment cool.
C'est vrai. Les beaux moments aussi, hein, vraiment, ça fait du bien, les gars. Je sais pas qui scénarise nos vies là, mais un peu Ouais, de miel. ouais, tout à fait, tout à fait. Et quel message dirais-tu à un enfant qui traverse ce que tu as vécu, ou un adolescent, ou peu importe, à une personne? Oh, On va dire plutôt un enfant d'abord. un Un- enfant, c'est ouais. dur, un enfant, hein. Mm, Un enfant, je lui dirais que tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive. Il n'y a pas une parcelle de toi qui est responsable de ce que, de ce que quelqu'un qui est censé prendre soin de toi, t'aimer, te chérir, te protéger, te donner les outils pour t'en sortir dans la vie et que cette personne-là se retourne contre toi. Tu n'es responsable en aucun cas. Jamais. Tu es un enfant et c'est toi qu'on doit protéger. Si autour de toi, il y a ne serait-ce qu'une personne à laquelle tu penses pouvoir faire confiance suffisamment pour parler, essaye, que ce soit une lettre, que ce soit une... Peu importe, si tu as un moyen de parler à quelqu'un, essaye. Et, et en tout cas, j'espère que aucun enfant n'a besoin de ce conseil. J'aimerais vraiment qu'aucun enfant n'ait besoin de ce genre de conseil. mm, Ça me brise le cœur de devoir imaginer dire ça à un enfant, mais ouais, voilà. Si tu as un enfant et que tu peux parler à quelqu'un, parle. mm. Merci. Et un mot final pour Ouais, toutes les personnes victimes de violences. Alors, pas forcément que les enfants, du coup. Les ouais. adultes, on va dire plutôt les adultes. J'ai envie de dire plusieurs choses. J'ai envie de dire partez, même si je sais que c'est facile à dire. J'ai envie de dire que des fois, tu sais, tu vis un truc qui est dur, tu n'arrives pas à sortir, tu sais pas pourquoi. T'as pas la force d'aller consulter, mais tu as dans ton entourage cette personne-là qui te dit les termes. Accroche-toi à cette personne-là. Demande-lui, s'il te plaît, donne-moi la force que tu as pour voir ma situation et me dire la vérité. Demande lui-même, fais-moi un transfert de ta force, donne-moi la force de sortir de cette situation. Si avoir la chance d'avoir dans son entourage quelqu'un qui t'aime assez pour te dire, chérie, cet homme-là, cette femme-là, cette situation-là, pour toi, c'est non, tu mérites mieux. Mais tu sais, pas comme un jugement, vraiment du cœur, de te dire, je te vois en souffrance, je te vois avec cet homme, je te vois avec cette femme, je te vois t'éteindre, je te vois te faire petite, je te vois te diminuer, je te vois te rabaisser. Non, ce genre de personnes-là dans sa vie, vraiment, c'est des gens, il faut les chérir. Il faut vraiment les chérir. Et si tu as la possibilité de t'asseoir avec cette personne et de dire, mais tu vois quoi exactement? Parce que je ne vois pas. Mm, Vraiment, ce genre d'amitié-là, gardez les proches, aimez les forts et tendez l'oreille quand ces personnes-là vous parlent. Parce que les vraies amitiés aussi, c'est rare, c'est un délire, hein. mm, C'est rare. mm. Mais partez, partez, partez. Il n'y a pas un toit qui vaut le coup d'être violenté. Partez. On reste pas avec quelqu'un qui est violent pour les enfants, on reste pas pour le partez. La vie est trop courte pour mourir sous les coups. Partez, partez, partez. Homme comme femme, partez. Voilà ce que je dirais. Merci. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de beau? Souhaitez-moi souhaitez-moi d'être heureuse, souhaitez-moi d'être épanouie, souhaitez-moi de vivre une vie où, quand je pense à ma sœur, je me dis, ah, de là où elle doit être en train de sourire parce qu'elle est contente pour sa petite sœur. Souhaitez-moi ça. Mm, Si j'ai tout ça et que ma sœur est là-haut et qu'elle sourit, c'est que vraiment ma vie est incroyable. mm. Ah ben, en tout cas, on te le souhaite. On t'envoie beaucoup de lumière pour tout, dans Je tous les prends. plans. Dans Et tous les toi, qu'est-ce qu'on plans. te souhaite, Mandara? Oh, moi, ce serait plus pour Sewa. Plus pour Sewa Qu'est-ce qu'on souhaite à Podcast. Sewa? Plus de podcasts, plus de Ouais, plus témoignages. de témoignages, de se développer, d'apporter de la lumière un peu partout. Parfait. Bah, je te souhaite à Sewa de la lumière autour de toi et des témoignages à non plus pouvoir. Merci beaucoup en tout cas. On te remercie infiniment, Alexandra, d'avoir pris ce courage et de nous avoir tout partagé, partagé avec ton cœur surtout. Mm. Et on te remercie Merci à énormément. toi. Et on te souhaite le meilleur, on t'envoie beaucoup de lumière. Merci. Merci à tous les auditeurs.